Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous débuterons ce journal avec un large volet environnemental. La semaine européenne de l'abeille et des pollinisateurs s'est tenue à Bruxelles. Nous reviendrons sur les enjeux de cette conférence. De retour en principauté, nous nous intéresserons au forum dédié à la future cartographie du plancher océanique qui s'est déroulé au musée océanographique. Monacologie, consacrée à la sensibilisation au développement durable, a repris ses quartiers sur le port Hercule. Nous vous proposerons une visite de ces différents stands et nous vous parlerons ensuite de deux artistes. Le premier expose actuellement à la galerie L'Entrepôt. Il s'agit d'Antoine Chab. La seconde exposition proposera une rétrospective de l'artiste français Robert Combas au Grimaldi Forum cet été. Nous prenons la direction de Bruxelles pour parler environnement. Le souverain s'est rendu au Parlement européen pour assister à une conférence organisée dans le cadre de la Semaine européenne de l'abeille et des pollinisateurs, des animaux indispensables à la survie de l'humanité et de notre planète. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. La 5e édition de la Semaine européenne de l'abeille et plus largement des pollinisateurs, avec pour débuter l'inauguration d'un village bucolique situé sur l'esplanade Simone Veil. Une inauguration en présence du souverain. Depuis 2012, chaque année, le Parlement européen organise cette semaine à l'initiative de l'ancien député européen Gaston Franco. Les problèmes de pollinisation avaient fait le tour de la planète, tout le monde faisait des constats assez dramatiques. Donc nous avons souhaité qu'au Parlement, où se décide quand même la majorité des textes qui régissent la vie quotidienne des Européens, qu'au Parlement donc, nous puissions en débattre, faire le point et surtout trouver des mesures. Ça nous a permis, par exemple, au moment de la négociation de la nouvelle politique agricole commune, d'introduire des dispositions favorables à la santé des abeilles. Nous avons également voté des budgets, et le Parlement continue de le faire, pour aider les États membres à mener dans leur pays des actions concrètes en faveur de la santé des abeilles. Après la visite du village de l'abeille, parrainée par la députée européenne Maria Gabriel, le prince Albert II a ensuite participé à une conférence de haut niveau qui avait pour but de mettre en évidence le rôle crucial joué par les pollinisateurs dans la conservation de la biodiversité. Parmi les personnes présentes, des représentants des institutions européennes, mais aussi des scientifiques ou encore des apiculteurs, il y en a 600 000 en Europe. Le souverain, dans son discours, a rappelé que la situation des abeilles est particulièrement inquiétante, qu'il s'agit d'un enjeu pour l'avenir, pour nous, pour les générations futures et plus largement pour la planète. La problématique des abeilles, c'est une cause qui doit nous concerner tous, parce que si nous n'avons plus d'abeilles, si nous n'avons plus de pollinisateurs, il y aura de graves conséquences pour non seulement pour la biodiversité, bien entendu, avant tout pour l'agriculture, mais pour nous. C'est très important qu'il y ait ce genre de manifestation ici qui soit portée par l'Union européenne, et parce qu'il y a une grande activité, bien entendu, d'apiculture en Europe, mais aussi ça concerne le monde entier. Mais si on met en place les bonnes directives et les bonnes mesures pour freiner toutes les causes qui touchent les abeilles et les pollinisateurs, et si on arrive à mobiliser le plus grand nombre de personnes autour de cette problématique et pour trouver les meilleures solutions, eh bien, on aura fait de très très grands pas. Depuis plus de 10 ans, le constat est sans équivoque. L'abeille disparaît de nos campagnes. Les causes ? L'utilisation de pesticides puissants, le développement de la monoculture, la disparition des haies et des prairies fleuries, l'urbanisation grandissante, la pollution, mais aussi, et ce qui n'arrange rien, les abeilles sont victimes de parasites. Le 25 février dernier, l'IPBES, qui est un organisme qui dépend de l'ONU, a lancé une alerte qui a été ratifiée par 120 pays. Cette alerte nous annonçait que la sécurité alimentaire était dorénavant impactée par le déficit de pollinisateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre absolument des décisions concrètes pour que nos enfants, nos petits-enfants, la génération suivante, puissent être assurés d'avoir l'alimentation nécessaire à sa survie. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de nourriture.
Les Américains ont publié une photo formidable, un supermarché avec abeilles et un supermarché sans abeilles. Cette photo est terrifiante. Les solutions, elles sont très simples. Il faut d'abord des hommes. Il faut des hommes, c'est-à-dire des apiculteurs. On oublie que quand on vous dit aujourd'hui que les abeilles disparaissent à raison de 30% par an, mais ça veut dire que l'apiculteur lui-même perd 30% de son outil de production chaque année. Donc l'important derrière les abeilles, c'est en même temps le berger de l'abeille. Donc il y a une nécessité de former, d'avoir des apiculteurs qui soient derrière spécialisés pour pouvoir comprendre la manière de pouvoir développer un cheptel sain. Et puis bien entendu, il faut mettre un terme à l'utilisation de ces pesticides. Un moratoire existe depuis 2013 pour la diminution des pesticides. Depuis 2013, l'utilisation de pesticides a augmenté de 31% en tonnes. Donc aujourd'hui, au-delà de tous les discours qui peuvent être faits, il y a des actions concrètes qui doivent être mises en place immédiatement. En attendant, chaque année, 1000 apiculteurs cessent leur activité. Il y a une vingtaine d'années, la mortalité moyenne des colonies d'abeilles domestiques variait entre 0 et 5%. Cette mortalité peut atteindre actuellement plus de 30% par an dans certains pays, notamment dans l'hémisphère sud. Le forum sur la future cartographie du plancher océanique se tient actuellement au musée océanographique. L'événement réunit de nombreux experts, des organisations internationales et des intervenants issus du monde de l'industrie. Vanessa Dessy vous en dit plus. Le relief des océans marins, contrairement au sol lunaire, reste très peu connu. Une meilleure connaissance permettrait alors d'en savoir davantage sur les ressources marines disponibles et de connaître toutes les activités humaines dans l'optique de leur exploitation et préservation. Le plancher océanique est ainsi l'interface principale. La profondeur est un paramètre essentiel qui influence de nombreuses caractéristiques de l'océan, dont l'érosion côtière, les ondes de tempête, le déferlement éventuel des tsunamis, les courants des marées à échelle mondiale, la sécurité des navigations et la définition des frontières. La bathymétrie est donc la clé pour comprendre et anticiper les différents impacts sur les océans. La bathymétrie est la clé pour toute activité humaine sur, dans ou sous la mer. Et donc en particulier, ça sert à comprendre les mécanismes qui gouvernent, par exemple, les échanges océan-atmosphère, le lien avec le changement climatique, qui est un sujet d'actualité, bien sûr. Lien aussi avec l'impact, par exemple, des tremblements de terre sous-marins, qui provoquent ce qu'on appelle des tsunamis. Et la capacité de prévoir quelles sont les zones susceptibles d'être touchées ou non par un tsunami dépend en premier de la connaissance de la bathymétrie. C'est ce qui fait la différence. Je crois que c'est un article récent dans une revue spécialisée qui s'appelle Hydro International. La bathymétrie, c'est la différence entre survivre ou mourir dans un tsunami. La première journée mondiale de l'hydrographie dédiée au futur des fonds marins a réuni de nombreux experts internationaux, des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et le monde de l'industrie. Les 3 jours de travaux sont consacrés à l'examen des rapports et recommandations concernant l'unique projet international dont le mandat consiste à cartographier le plancher océanique du monde entier. C'est un objectif à très moyen terme. On peut parler de dizaines d'années, on peut parler de centaines d'années. L'histoire montre que chaque fois qu'on a fait des progrès dans la technologie, commencé par la mesure ponctuelle avec un plan de sonde, on est passé au sondeur acoustique qui permet de faire un faisceau unique qui permet de faire la mesure en continu le long d'un profil. Puis aujourd'hui des sondeurs multifaisceaux qui permettent de sonder de part et d'autre d'un navire sur une largeur de 10 à 20 fois la profondeur. Au fur et à mesure qu'on fait ces progrès, eh bien, on a besoin de connaissances plus précises, plus fines. Et donc on est toujours en train de courir après la satisfaction des besoins qui vont plus vite finalement que la technologie. Mais peut-être qu'aujourd'hui la technologie a atteint un point qui permet d'espérer qu'à une, disons, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années, on aura, si tout le monde s'y met, une cartographie précise à haute résolution de l'ensemble des océans. Jusqu'à vendredi, le Forum mondial de l'hydrographie verra l'intervention d'experts invités appartenant à la communauté des spécialistes dans le domaine, ainsi que des échanges entre les participants à propos de questions cruciales sur les océans. Le village Monacologie est de retour sur le port Hercule pour sa 12e édition. Son objectif, sensibiliser les jeunes de la Principauté au développement durable. Un reportage de Jérémy Balister. Pendant 5 jours, le Stars & Bar accueille différents exposants dans son village de Monacologie. Pour la semaine de sensibilisation à l'environnement,
L'accent est mis cette année sur le recyclage du plastique. On a une trentaine d'exposants, des ateliers, et chacun montre ce qu'on peut faire. Par exemple, cette année, c'est tout motivé sur le plastique, le microplastique, comment est-ce qu'on peut éviter de polluer nos mers, notre terre. Il y a différentes associations qui nous soutiennent, différents hôtels dont le SBM, Fairmont, Novotel. On a le gouvernement, l'éducation nationale, alors ils sont tous là présentés et ils présentent ce qu'ils peuvent pour nous aider à sensibiliser. Tout au long de la semaine, près de 1300 élèves scolarisés en principauté vont à tour de rôle se relayer sur les différents ateliers avec pour seul but comprendre en s'amusant. C'est pour remplacer quel sac on a dit? Les sacs en plastique. Parce que les sacs en plastique, on les utilise combien de fois, rappelez-moi? Une seule fois. Alors que ceux-là, on va pouvoir les utiliser combien de fois? Beaucoup. Plein de fois, jusqu'à la fin de notre vie, on peut les utiliser. Et bientôt, les sacs en plastique, qu'est-ce qui va se passer à Monaco? Ils vont disparaître. On ne va plus avoir le droit de les utiliser. Donc là, on fait nos propres sacs pour remplacer ces sacs en plastique. Là, en fait, on leur apprend à recycler les bouchons qu'ils ont à la maison et à montrer qu'avec juste des bouchons, on peut faire des formes qui développent leur imagination. Donc nous, en fait, ce qu'on met à disposition, on met à disposition les clips. Et ensuite, avec les bouchons qu'ils ont à la maison, que nous on récolte, on leur permet de jouer avec. Et de montrer que voilà, même les bouchons, les objets du quotidien, on peut les recycler. Recyclage des déchets, tri sélectif mais aussi énergie renouvelable sont expliqués aux enfants. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grâce au sel, qu'il y a dans l'eau qui nous permet de faire tourner. Les élèves terminent la journée avec des cadeaux, une juste récompense pour leur attention tout au long de la journée. Super, et trier, c'est important pour la planète. Oui, trier. Entre chien et loup, c'est le nom de la nouvelle exposition très personnelle d'Antoine Chab à la galerie L'Entrepôt. L'artiste y présente différentes facettes de son travail. Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Des collages, des sculptures dans un esprit surréaliste, les œuvres d'Antoine Chab interpellent au premier regard. Et c'est en fait sa propre description du monde qu'il propose à travers des assemblages délirants et des juxtapositions étranges. J'ai commencé la sculpture sur bois parce que mes parents avaient une maison de campagne à côté de Marseille, j'habitais Marseille. Et en fait, je vais vous expliquer parce que c'est une belle histoire, parce qu'en fait, il y a eu un hiver terrible en Provence où tous les oliviers ont gelé. Et je me suis retrouvé devant des champs d'oliviers morts. Et on les coupait pour faire des feux de cheminée, pour se chauffer. Mais moi, je trouvais que ce bois d'olivier... J'ai commencé par sculpter le bois d'olivier. Mais je faisais des petites vierges, j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. Et ces vierges, cette inspiration à caractère religieux, se retrouve aujourd'hui encore dans son travail où se mêlent également des bouches omniprésentes et un rouge sang criant. Je considère, je vis mon travail un peu comme un côté sacré. C'est-à-dire, si vous voulez, je me lève très tôt le matin, je travaille toute la journée, je suis suis plus du tout en communication avec le monde, et je vis mon travail, enfin mon modeste travail, comme n'importe quel artiste, mais d'une manière sacrée, c'est vrai. Et j'ai beaucoup de références religieuses, parce que c'est trop long à développer, mais je suis fasciné par les enlumineurs, je suis fasciné par la Renaissance italienne, mais comme énormément d'artistes, et donc tout ça, c'est un peu mes maîtres mentaux, on va dire. C'est dans son atelier varois, à Saint-Raphaël, qu'Antoine Chab met la dernière main à ses œuvres préalablement dessinées dans sa résidence de la banlieue parisienne. Entre doute et certitude, il se replonge quotidiennement dans les affres de sa mémoire pour y trouver une inépuisable inspiration. Alors que le Grimaldi Forum se prépare à accueillir sa grande exposition estivale consacrée à Francis Bacon, une rétrospective de l'artiste français Robert Combas se tiendra dans ce même lieu à partir du 7 août. Frédéric Hélion a assisté à la conférence de présentation de cet événement. Sa peinture est colorée, libre, spontanée et énergique. Il est le chef de file du mouvement artistique baptisé la figuration libre. Robert Combas est considéré comme l'un des artistes les plus importants de notre époque. Une centaine d'œuvres majeures des années 80 et 90 est à découvrir au Grimaldi Forum cet été, des toiles provenant de collections privées ou d'institutions publiques.
Je suis là pour regarder l'exposition comme vous le regarderez, parce que j'ai du mal, je ne vois pas les tableaux que je fais comme les gens les voient. Moi, ma peinture, avant je disais que c'était du rock, mais le rock, c'est peinture, c'est la poésie, c'est aussi simple que ça. Mais ma peinture, elle est actuelle, elle plaît aux jeunes, aux vieux, parce qu'elle reste colorée. L'amour, les batailles, la musique, la mythologie, voilà pour les thèmes chers à Robert Combas. Ces tableaux seront à découvrir au Grimaldi Forum du 7 août au 11 septembre. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Les seigneurs de la principauté et des communes alentours ont célébré la fête de la musique une semaine en avance à l'occasion d'un spectacle offert par la compagnie artistique des femmes leaders mondiales de Monaco. Il s'agissait de la première édition qui s'est déroulée dans la bonne humeur à la salle Léo Ferré. L'artiste JF a souhaité allier ses deux passions, la photographie et la gémologie. Consultant auprès de Christie's pendant 17 ans, il photographie aujourd'hui ses pierres précieuses avec un regard de passionné. L'impressionnisme dans les pierres précieuses est la deuxième exposition d'artistes inaugurée au CFM Monaco. Elle se tiendra jusqu'au 8 juillet. Et un mot de sport, on vient d'apprendre la venue de la championne d'Europe et médaillée d'argent au championnat du monde sur 100 mètres, Daphné Schippers à Hercules le 15 juillet prochain. Dernier meeting avant les Jeux Olympiques de Rio en août, cette compétition internationale offrira aux athlètes une ultime chance de peaufiner leur réglage et donc d'offrir aux nombreux spectateurs du grand spectacle. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Jeudi, temps maussade, risque d'averse au cours de la journée. Les températures resteront tout de même douces, il fera 23 degrés dans l'après-midi. Vendredi, amélioration du temps, le ciel sera encore nuageux, mais le soleil fera progressivement son apparition. Les températures seront proches des normales de saison. Samedi, la journée sera largement ensoleillée, les températures seront stationnaires, il fera entre 19 et 24 degrés. Et enfin dimanche, maintien du beau temps, les températures seront agréables. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant le troisième volet consacré au Festival de télévision de Monte-Carlo. Sandrine Nègre et Christine Datomel sont tombées sous le charme de Thomas Gibson, d'Esprit criminel, et des deux charmants docteurs de Grey's Anatomy. À très bientôt sur Monaco Info.